Bonjour à tous. Avec ce podcast, on plonge au cœur de la mode belge. On échange avec des experts, des passionnés et on soulève deux questions. Que se passe-t-il dans la mode au-delà des images parfaites véhiculées par les réseaux sociaux ? Et puis, quels sont tous ces métiers qui constituent ce secteur si riche et dynamique ? Je m'appelle Astrid. En mijn naam is Lien. Ensemble, nous sommes derrière le podcast We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode et une semaine sur deux en français et en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, inspirer. Belle écoute! Dans le secteur de la mode, appréhender le digital et ses subtilités est indispensable pour grandir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters percutantes, gérer les campagnes méta et booster ses ventes en ligne sont autant de défis à relever au quotidien. Aujourd'hui, pour avancer plus fort, plus vite et plus sereinement, je suis convaincue qu'il est indispensable d'avoir un partenaire fiable. Spécialiste de la mode et du lifestyle, Lending Partners accompagne depuis plus de 5 ans les marques dans leur performance en ligne. Et les retours de leurs clients sont unanimes. Anthony et David sont de véritables experts. À l'écoute et capables de produire des résultats concrets. Le digital avance vite, il est complexe et passionnant, et personne ne prétend là avoir une recette miracle. Mais chez Lending Partners, vous rencontrerez des spécialistes, des passionnés et des partenaires qui vous accompagnent main dans la main sur vos objectifs de croissance en ligne. N'hésitez pas à aller consulter leur site www.lending.partners pour découvrir leur rapport sur les enjeux du secteur beauté, mode, chaussures, bijoux. Je suis très heureuse d'avoir Lending Partners à nos côtés et je les remercie de soutenir We Love Belgian Brands. Et maintenant, place à l'épisode. Et belle écoute! Bonjour à tous. Ce matin, j'ai l'immense honneur d'avoir à mon micro Pierre Marcolini et Sophie Elsmortel. Ils sont ici en leur qualité de président et ex-présidente du BEL, Brussels Expertise Labels. Et je me réjouis déjà de les écouter raconter leur parcours, mais aussi d'en savoir plus sur l'émission du BEL, des BEL Prize, qui ont été décernés en décembre dernier à Derek Dobéchy à la brasserie Cantillon. Avec ce podcast, on tend la parole aux acteurs de la mode belge. Et il se trouve que Sophie Elsmortel, avec sa boutique Cachemire, coton et soie et sa belle expérience d'acheteuse, de dénicheuse de marque, a, je n'en doute pas, de précieux conseils à nous partager sur la mode et le beau en général. Et qui de mieux que Pierre Marcolini pour parler d'artisanat et d'entrepreneuriat ? Eh bien, personne. Alors, allons-y. Sophie, madame, Pierre, monsieur, voilà, bonjour. Bonjour. Alors, je commence toujours ma première question avec mes invités en leur demandant de se présenter en quelques mots et de me raconter quel métier ils auraient voulu faire quand ils étaient enfants. Alors, je vais vous surprendre parce que le métier pour lequel j'ai travaillé, enfin dans le sens où j'ai étudié, c'était danseuse classique. Ah oui, donc j'étais danseuse classique à l'Opéra d'Anvers. Ah, formidable. Donc rien à voir avec ce que j'ai fait après. Par contre, on peut retrouver l'état d'esprit de l'excellence, justement, de la persévérance qui est due à cette formation de danseuse. Oui, c'est vrai. L'exigence, la discipline. Ouais. Et alors, comment de la danse à la mode ? C'est un parcours de vie qui a fait que, vu certaines rencontres et certains moments de la vie, j'ai choisi de changer de secteur. Et après avoir eu mes 3 enfants assez jeunes, j'ai eu un besoin de travailler. J'ai travaillé dans une entreprise qui représentait des maisons de mode. Très bien, merci. Et vous, Pierre ? Alors d'abord, je comprends beaucoup de choses quand j'entends Sophie, parce qu'à un moment donné, je me suis toujours posé la question de me dire, mais d'où vient cette élégance, cette prestance ? Et je pense que la danse classique, tu ne me l'avais jamais dit ça, mais je suis ravi d'avoir cette confidence, et à mon avis les auditeurs aussi. Alors je me présente, Pierre Marcolini, je suis chocolatier en région bruxelloise, pâtissier à mes heures, puisque champion du monde en pâtisserie 1995 et en 2020. Et puis un peu glacier aussi, parce que les gens ne savent pas trop, mais mon dada, et une des choses que je préfère au monde, c'est la crème glacée. C'est assez fou, mais je peux être capable de dire assez rapidement non pour un dessert en fin de journée, mais à la fin d'un repas, un sorbet ou une crème glacée... Une jolie dame blanche, ça passe. Et c'est évident. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'entreprise, on est implanté en région bruxelloise. Ce que les gens savent peu aussi, c'est que tous les produits qui partent à travers le monde, on a plus de 50 boutiques à travers le monde et 400 personnes qui travaillent pour la marque aujourd'hui, partent tous de Bruxelles. On en est fiers. On a
On est d'ailleurs dans les locaux. Il y a une première partie ici, puis il y a un bâtiment qui est en devenir, qui sera terminé aux alentours de mars-avril, qui va nous permettre effectivement de tripler la partie production. Donc ça veut dire d'engager, de continuer à créer de l'emploi en région bruxelloise, mais aussi en même temps d'innover. C'est une des grandes forces de la marque, c'est l'innovation. Et effectivement, d'avoir des effluves de cacao comme on l'avait à l'époque du côté. Alors j'ai l'impression d'être un vieux militant, mais à l'époque du côté de la gare du Midi, quand on arrivait, qu'on sortait soit d'un Eurostar ou d'un Thalys, à l'époque ça s'appelait pas comme ça, mais on avait ces odeurs de la place Barra, effectivement, avec une chocolaterie qui s'appelait Côte d'Or, et on avait ces effluves de fèves de cacao torréfié. C'est ce qui se passe quand on arrive ici dans cette rue, c'est d'avoir effectivement ces odeurs-là. Et enfant, alors, vous vouliez déjà être chocolatier, pâtissier? Alors je vais vous faire une confidence, c'est un dimanche matin. On est, je ne sais plus en quelle année, mais il y a très longtemps. Je devais avoir 14 ans. Ma maman était un peu désespérée. Pas que j'étais mauvais à l'école, mais pas fondamentalement intéressé. Donc plutôt distrait. Quelques professeurs qui me disaient: Monsieur Marcoli, mon cours ne vous intéresse pas. J'ai fait de temps en temps répondre oui, et puis je me suis abstenu, mais n'empêche, mes notes n'étaient pas extraordinaires, et maman, au désespoir, m'a regardé un dimanche matin en me disant, et je me vois encore avec cette scène, en me disant: mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et je lui dis: écoute, je suis désolé, mais je veux devenir pâtissier. Et quand je lui ai dit ça, il faut remettre ça dans un contexte des années 70, fait d'être dans l'enseignement professionnel et l'enseignement technique. C'est ce qu'on appelait à l'époque, je crois qu'on l'appelle encore un peu aujourd'hui, ce qu'on appelle l'enseignement de la dernière chance. C'est un petit peu, elle se dit: mais c'est pas possible, tout le monde d'abord commence par l'UNIF pour terminer à ça, quand ils ont tout raté. Et moi, je voulais tout de suite aller comme pâtissier, et je suis arrivé au CERIA à l'âge de 14 ans. Et cette phrase, vous savez, quand vous arrivez quelque part, vous dites: vous déposez vos bagages. Et c'était réellement ça. Je me souviens du premier cours de pâtisserie où j'avais ces effluves, ces odeurs. Ça me parlait, et je me suis dit: c'est ça que je veux faire. C'est un petit peu comme quand vous tombez amoureux de quelqu'un. Il y a un moment donné, ça se passe dans le ventre, dans les tripes. Et c'était vraiment ça. J'étais amoureux, j'ai encore amoureux de ce métier. Et il y a des moments où il y a des gens qui me disent: mais pourquoi ce métier? Et c'est la même chose. Il y a des choses qui ne se comprennent pas. Pourquoi vous tombez amoureux de quelqu'un? Ça ne se comprend pas. Et heureusement qu'il y a encore des choses qui ne se comprennent pas, mais qui se vivent. Et deuxième petite confidence, à l'âge de 9 ans, j'ai changé mes jouets contre des gâteaux. Donc vous imaginez. Alors il y a deux possibilités. La première, c'est soit d'aller voir un psy, ou la deuxième, c'est d'en faire un métier. Et j'ai choisi la deuxième. Très beau, très joli. C'est la naissance d'une passion, quoi. Vraiment. Exactement. Superbe. Cachemire, coton et soie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et quelles sont les valeurs derrière ce magasin? Alors, Cachemire, coton et soie a démarré dans les années 90, et c'était suite à mes années d'expérience dans le monde du textile, où c'était une époque où tout se vendait, énormément de quantité, des productions terribles, etc. Les gens se ruaient sur les soldes sans en avoir besoin. Enfin bon, on achetait tout et n'importe quoi. Et c'était une histoire qui me dérangeait en termes de surplus de choses. Et vu que j'étais beaucoup en contact avec l'Italie à l'époque, pour les Italiens qui sont assez exigeants et en nourriture et en tout en général, eux étaient beaucoup plus précis quant aux vêtements qu'ils portaient, avaient accès au cachemire dès la naissance, c'est une chose normale chez eux, cachemire qui était toujours de très très belle qualité. Et je me suis dit, tiens, en Belgique, à ce moment-là, on ne connaissait que le cachemire écossais, qui était un modèle tout simple, un pull V pour hommes, décliné pour femmes, mais il n'y avait pas grande offre. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un magasin de niche avec juste 3-4 produits adressés à la femme. Et donc, de là est passé le concept, et tout s'est mis en place, on va dire, naturellement. Mon choix a été d'être placé de manière délocalisée pour m'adresser aux gens qui pouvaient vraiment comprendre le concept, etc. Et puis la formule a grandi et est devenue plus large pour femmes, mais toujours avec le même souci, c'est-à-dire des vêtements de qualité, intemporels, et d'une modernité évidemment, mais un produit qui se porte longtemps, qui se conserve, qui se transmet. Donc mon concept est toujours le même,
Et finalement, aujourd'hui, il est très d'actualité en général, mais... Vous n'avez pas changé de concept. Il y a 33 ans, il était déjà là. Ouais. Ouais, vraiment, cette idée d'atemporalité formidable. Et vous, Pierre Marcolini, la marque Marcolini, quelle en est sa mission et quelles sont les valeurs qui sont derrière ? Alors, toujours pour revenir et rebondir, si vous le permettez, Astrid, je trouve ce qui est extraordinaire dans ce que disait Sophie, c'est que aujourd'hui, et c'est là où peut-être la différence entre du marketing et de la vision, c'est quand vous avez la vision il y a 30 ans, on parle aujourd'hui de durabilité, et ce que j'entends dans les propos de Sophie, c'est que ça, c'est d'acheter un produit et pas qui se consomme tout de suite, mais qui reste durable et à mon avis même qui se pérennise et qui se transmet de génération en génération. Alors pour revenir à la marque Marcolini, le fameux why, comme on dit aux États-Unis, pourquoi vous existez si demain matin la maison Marcolini n'existait pas, qu'est-ce qu'elle change dans la vie des gens ou quoi que ce soit. La mission qu'on peut avoir, je crois qu'il y a une chose que les gens ne sont pas conscients. Et c'est normal, mais quand vous êtes dans le monde du food, c'est que la mémoire du goût est la mémoire que vous gardez le plus longtemps dans votre vie. C'est pour ça qu'on parle de la Madeleine de Proust. Tout le monde a des souvenirs. Alors, parfois des souvenirs qui sont juste des sensations, qui sont juste des odeurs, qui sont juste des impressions. Mais le souvenir du goût, c'est quelque chose d'important. Alors, et ça se partage énormément. Et ça se partage, effectivement. On en parle et on voit qu'aujourd'hui, ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est que la nourriture est devenue quasiment au centre de nos préoccupations. Bon, en tout cas, une grosse partie de nos préoccupations. Je vais vous donner des exemples. Je pense qu'aujourd'hui, le nombre de fois où on n'a pas des amis ou des amies qui discutent en disant « J'ai trouvé un boulanger extraordinaire, j'ai trouvé quelqu'un qui fait des légumes incroyables, etc. etc. » Le nombre de fois où on s'échange pas des recettes. Il y a 30 ans, vous aurez regardé en disant « mais on s'en fout, on aurait parlé philo, on aurait parlé politique, on aurait parlé film. » Et aujourd'hui, on se parle, on s'échange des adresses de nourriture, ce qui est quand même assez incroyable. Regardez l'architecture d'une maison. Avant, les cuisines dans les maisons bourgeoises étaient en bas, il était hors de question d'avoir les odeurs, alors que tout se passe autour de la cuisine aujourd'hui. À un moment donné, le seul moment où les familles se parlent, c'est autour de la cuisine, et pas forcément avec un téléphone ou autre, mais on sent effectivement que la cuisine, ou en tout cas la nourriture, a pris cette place importante. Et ce qui a pris de plus en plus d'ampleur aujourd'hui, c'est d'où elle vient. Quelle est son importance? Quelle est la transparence? Est-ce qu'on est dans des circuits courts? Est-ce qu'on est effectivement dans du local, etc. Et pour revenir sur la mission de la maison Marcolini, je pense que si on peut être la Madeleine de Proust des gens et des futures générations, je pense que c'est une mission qui est absolument extraordinaire. Je pense que rester dans la mémoire des gens, cette mission-là, elle est importante. C'est sûr. Et vous y parvenez. Mon mari me disait encore hier qu'il n'est pas amateur de chocolat, mais qu'il se souvient de son premier Marcolini, oui. Et que pour lui, ça avait été une découverte réelle et qu'il s'est dit « Ah, mais peut-être que le chocolat est en fait intéressant. » Alors Astrid, est-ce que je peux vous faire une confidence? Oui. Ne changez pas de mari. Non. Surtout, ne changez pas de mari. J'y compte bien. Merci. En tout cas, ce qui est intéressant dans vos histoires à tous les deux, c'est cette vision, en fait. Et c'est ce qu'on pourrait souhaiter à n'importe quelle personne qui lance un projet, d'avoir une telle vision, en fait. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais en effet, c'est vraiment... Je pense que tous les deux, on a des enfants, et je crois que quand on voit les nouvelles générations, moi, mon fils a trouvé sa voie en tant qu'avocat, mais il a mis du temps, etc. Et c'est vrai qu'effectivement, avoir à un moment donné cette vision et surtout cette passion, c'est quelque chose de précieux. Et on est tout à fait conscient qu'effectivement, c'est un acquis. Ça, c'est vrai. Et comment on trouve sa vision ou sa mission? Donc vous, ça a été la passion, j'ai envie de dire. Oui. Je sais pas. Je pense qu'il faut être curieux, ouvert en état d'esprit. Entre guillemets, avoir la chance d'avoir des parents qui acceptent une différence, peut-être, par rapport à une normalité. Mais être curieux, en général, curieux de la société, parce qu'on parle ici de projets un peu de société quand même, voir comment les gens évoluent, ce qui leur manque. Et je crois surtout que pour réussir, il faut être passionné aujourd'hui. Parce que la passion donne la motivation et la motivation donne l'énergie.
Et c'est nécessaire. Ouais, c'est bien dit. On parle ici du BEL, donc Brussels Expertise Label. Qu'est-ce que c'est? Alors, grand sujet. Grand sujet. Je vous laisse la parole, Pierre. D'abord, Sophie en connaît beaucoup plus que moi sur le BEL. Donc d'abord, c'est l'émanation de ce qu'on a appelé, il y a plus de 80 ans, je pense, Sophie, ce qu'on appelait la Chambre de commerce d'art et de luxe. Et puis, il y a eu les éléments de régionalisation qu'on a connus en Belgique, donc du côté Flandre, Wallonie et Bruxelles. Et on s'est posé la question en se disant, mais si on veut être un acteur majeur, il faut commencer à se positionner dans une des régions. Et c'est la géographie des choses qui ont fait qu'effectivement, comme on n'avait plus de maisons bruxelloises, on s'est retrouvé à se dire, mais soyons en région bruxelloise. Donc, Bruxelles est devenue une évidence. Avant, ça s'appelait Exclusive Label. Et là, c'était l'occasion de rendre hommage à Sophie. Elle a, à un moment donné, posé les bases en se disant, mais au fond, il y a eu les 2 ans de Covid où on ne pouvait pas faire grand-chose. Et donc, elle a demandé une agence, et on peut la nommer, c'est l'agence R avec Eric Hollander, en se disant, mais au fond, c'est pas l'occasion, cette obligation de s'arrêter, pratiquement, c'est pas l'occasion de se poser les bonnes questions, en se disant, quel est le futur ? Est-ce que les gens connaissent le BEL? Est-ce que les membres sont satisfaits? Qu'est-ce qu'ils attendent d'eux, etc. Et donc, effectivement, avec Eric Hollander, ils ont fait un travail remarquable sur ces maisons. Est-ce que ce sont des maisons de luxe ou est-ce que ce sont des maisons d'expertise? Et donc, pour revenir à votre première question, qu'est-ce que le BEL? C'est une 60aine de maisons qui sont à Bruxelles et qui représentent, après on a changé exclusif parce que exclusif, il y a le côté exclusion, par expertise, parce que expertise, il y a expérience, et expérience, ça peut être quelque chose de fabuleux, et c'est ce qui se passe dans nos maisons, et de se dire, mais au fond, tout ce savoir-faire, toutes ces maisons, elles existent, et c'est peut-être de les faire rayonner. Et je vais aller même plus loin, de les faire rayonner à Bruxelles, quand même capitale de l'Europe, savoir que nous sommes le savoir-faire et l'expérience au cœur de l'Europe, je trouve que c'est un point majeur. On parlait tout à l'heure hors micro de notre emprunt de modestie. De temps en temps, il faut déclamer le fait qu'on est quand même au cœur de l'Europe. Et le fait que toutes ces maisons, le lien qu'elles ont, c'est le sens de l'accueil. Ce qu'elles vont vous proposer, on a encore entendu Sophie par rapport à la vision qu'elle avait, mais on peut parler de toutes les maisons qui représentent le BEL, c'est toujours ces mêmes états d'esprit, c'est-à-dire et à la fois cette vision, et à la fois l'expertise que vous allez avoir, les produits qui sont là, la qualité, l'artisanat, le savoir-faire. Et on s'inscrit, je pense que ces 60 maisons, elles s'inscrivent dans ce qu'on appellerait la mémoire d'une ville. Je pense qu'à un moment donné, quand on veut connaître une ville, il y a évidemment l'architecture, mais je crois que ce qui fait vivre une ville, ce sont ces maisons-là aussi. On parle toujours des jeunes en devenir et des jeunes maisons qui pourront faire le futur, mais il faut de temps en temps s'arrêter aussi sur celles qui font effectivement l'architecture d'une ville, en tout cas en termes d'expertise et d'artisanat. Merci. Est-ce que Sophie, vous pouvez nous parler de ces 60 membres? Oui, alors je rajouterais à ce que Pierre vient de décrire, la particularité du BEL, ce sont ces 60 maisons, parfois on est 50, parfois on est 60, mais ce sont souvent des gens d'abord passionnés, qui maîtrisent, qui transmettent un savoir-faire, qui sont alors petites ou grandes entreprises, mais souvent des maisons familiales, mais qui se développent chacune à leur manière, mais qui ont le souci de continuer et de justement transmettre un savoir-faire. Et je dirais que ces maisons sont très importantes pour la ville parce que c'est un peu l'âme de la ville. Et aujourd'hui, vu la pression qu'on peut connaître des grands groupes qui sont, on va dire, hors normes, enfin qui sont vraiment très grands, donner un coup de main, une visibilité à toutes ces petites entreprises ou ces entrepreneurs est une chose vraiment très importante pour leur permettre une visibilité locale, mais aussi internationale, parce que Bruxelles attire quand même énormément de gens. Et donc, la mission du BEL, c'est de faire rayonner ce savoir-faire extérieur, et qui est souvent aussi un savoir-faire très précis, très belge, parfois, parce que bon, évidemment, il y a du savoir-faire dans tous les pays, mais chez nous, c'est typique. Oui, et puis à côté de ça, si on compare peut-être que ce soit Paris où on va avoir ce qu'on appellerait effectivement le côté fashion, le côté effectivement haute couture, de l'autre côté on va avoir Londres qui va plutôt être avant-gardiste par rapport à. Je pense que Bruxelles se démarque par et à la fois le côté multiculturel, on a plus de 130 nationalités différentes, le fait comme l'a dit Sophie aussi, le geste un peu précis, puis et c'est pas péjoratif. Il y a une bienveillance.
il y a une bienveillance à Bruxelles, il y a une manière d'agir, il y a une manière d'accueillir. Et c'est ce qui fait aussi la particularité de nos maisons, c'est comment on accueille les gens. Je pense que dès qu'on franchit la porte, bienvenue chez vous. Je pense que ça, pour nous, c'est quelque chose qui est typiquement belge. Comme vous l'avez dit, empreint de modestie, mais c'est pas pour cela qu'on néglige quoi que ce soit. Bien au contraire, on est dans le détail, on est dans la précision, on est dans la passion, on est effectivement dans ce souci de qualité qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, les enjeux qui sont pour toutes les sociétés, qu'elles soient petites ou grandes, qui sont le côté sustainability, le côté durable. On parlait de Sophie, mais j'aime prendre cet exemple parce que je le trouve tellement fort. Prenez une maison comme Cernels. Je pense que le nombre de jouets qui ne se sont pas échangés de génération en génération achetés chez Cernels, et on parlait justement de durabilité, et il y a ça là, il y a ça. C'est pas plug and play. On prend le jouet puis on le jette. Bien au contraire. Et puis on peut parler dans d'autres domaines. Effectivement, on se rend compte que on a ce squelette, comme disait Sophie, cette âme de Bruxelles. Elle est représentée entre autres par les maisons du Bel. Et on peut dire que la sélection se fait, et ça fait partie des critères de sélection, d'avoir des gens qui sont investis et qui ont le souci de ces détails-là, de l'accueil, mais aussi de la qualité des produits qu'ils vont vendre. Je veux dire, c'est du vrai, quoi. Oui, c'est du vrai. C'est de l'authentique. C'est de l'authentique, voilà. Vous avez une charte pour justement accepter un nouveau membre? Il y a une grille, ce qu'on appelle une grille d'évaluation. Donc, pour que ce ne soit pas le fait du prince, il y a un comité que je salue, un comité hyper dynamique. Et effectivement, on a établi effectivement des critères qui permettent d'objectiver une entrée. Et évidemment, ça c'est clair. Super. Et d'ailleurs, dans les missions du Bel, c'est aussi de décerner des prix qui peuvent justement permettre aussi une visibilité dans la presse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est posé la question en se disant, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a effectivement le Bel, mais le Bel ne détient pas tout le savoir de la région bruxelloise. Il y a encore d'autres maisons qui ne font pas partie forcément du Bel ou des individus. Et en réfléchissant, en se regardant, en se disant, mais tiens, au fond, on a des individus qui représentent Bruxelles, tant au niveau régional, national qu'international. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas les mettre en avant? Parce que ça correspond effectivement à notre image de ce que peut être effectivement une maison d'excellence. On a fait ce qu'on appelle le Bel Prize. Le Bel Prize, il y en a 2. Le premier est décerné pour un individu qui a fait rayonner Bruxelles à travers sa carrière, à travers ses gestes, à travers sa société. L'année passée, c'était Bas Met, qui est architecte paysagiste en région bruxelloise, très peu connu. Et pourtant, il gagne des prix absolument inimaginables comme la concession, effectivement, ou en tout cas l'élaboration de Notre-Dame de Paris, etc. Et cette année-ci, c'est la brasserie Cantillon. Et la brasserie Cantillon, Jean Van Roy, une maison qui est installée depuis toujours à Bruxelles. On peut visiter cette brasserie qui se trouve du côté d'Anderlecht. Pourquoi eux? Eh bien, quand vous voyagez, j'ai cette chance, et d'autres l'ont eu aussi, et que vous allez voir les nouvelles tendances de restaurants, etc., que vous allez à Copenhague, que vous allez à New York, que vous allez à un moment donné, sur la carte, vous avez la gueuse de chez Cantillon ou l'alambic de chez Cantillon. Et c'est hallucinant parce qu'on ne s'imagine pas à des prix qui sont un peu plus chers qu'on peut le trouver chez Jean. Et Jean, avec beaucoup de modestie, vous dit oui, effectivement, on a un petit peu de succès, mais voilà, un petit peu qui est vraiment beaucoup. Et je vais reprendre sa formule et je trouvais ça magnifique. Il dit, vous savez, à Bruxelles, la gueuse, c'est le champagne bruxellois. Mais l'alambic, c'est la Romani Conti. Et l'alambic de chez Cantillon, c'est la Romani Conti, effectivement, du vin. Et c'est ce qui se passe. Et donc, c'est pour ça qu'on était très, très content de décerner le prix du Bel Prize à Jean. Formidable. C'est beau, c'est bien raconté. Et on s'est dit, bon, ben ça, c'est sur ceux qui sont établis. Et on veut quand même ne pas rester à ce qu'on appellerait de l'entre-soi. Et donc, on s'est dit, mais allons vers des jeunes, effectivement, des jeunes maisons qui viennent de commencer, qui n'ont pas toujours les bons contacts. Parce que le Bel, c'est surtout un réseau de maisons qui se parlent, qui s'échangent, dont on fait aussi la promotion, mais surtout qui se parlent et s'échangent. Et le nombre de fois où vous n'êtes pas seul face, effectivement, à une société qui va de plus en plus vite, à des défis qui sont de plus en plus grands, vous avez envie de partager, vous avez envie de savoir. Et le Bel, c'est justement ça. On le fait à travers des déjeuners, on le fait à travers des apéros. On s'échange,
on discute, tiens, comment cette année ça a fonctionné, etc., etc. Tiens, quel type de fournisseur on peut avoir. Et effectivement, offrir cette connexion à des jeunes maisons, c'était pour nous essentiel. Et c'est de s'ouvrir aux autres. C'est pas rester un entre-soi, mais d'aller vers les autres. Et c'est pour ça qu'on a sélectionné aussi des jeunes maisons en devenir. Super. C'est vrai que c'est un adage que j'aime beaucoup. Sharing is caring. Vous savez, Exactement. partager, c'est aussi prendre soin. Et c'est vraiment fondamental aujourd'hui, de fédérer, de pouvoir s'entraider pour pouvoir avancer et par rapport aussi à une concurrence internationale. C'est quoi pour vous les forces de l'artisanat? On n'a même pas peur. Hein. Même Sophie, pas peur. on n'a pas peur. Hein. Nous, on est prêts, on est là, on est stable. Mais c'est vrai que je disais ça en plaisantant parce que c'est l'autodérision bruxelloise et belge. C'est quoi les grands défis pour la suite? Je pense que ce que disait Sophie à un moment donné, c'est de rester curieux. Je crois que le grand défi, c'est de rester... Et je vais reprendre une phrase que j'aime beaucoup d'un grand écrivain anthropologue, qui est Nicolas Bouvet, qui, à un moment donné, voyageait à travers le monde et disait « L'émerveillement, c'est soit une question d'âge ou soit une question d'état d'esprit. » Et je trouve que ça doit rester une question d'état d'esprit. Et je pense que tant qu'on sera dans l'émerveillement, qu'on sera attentif à ce qui se passe aujourd'hui, la maison Marcolini, et je pense que l'ensemble du Bel, on veut montrer un artisanat moderne, pas forcément un artisanat qui est poussiéreux, qui ne sait pas qu'aujourd'hui il y a de l'intelligence artificielle, qui ne sait pas qu'effectivement aujourd'hui les enjeux sont les enjeux du climat, qui ne savent pas qu'aujourd'hui la mobilité elle est importante, etc., etc. On est au courant de cela et on veut montrer effectivement qu'on se prépare à ce genre de transition-là. Très bien dit. Vous avez quelque chose à ajouter, Sophie, par rapport au challenge, aux défis de l'artisanat belge, peut-être dans la mode, plus précisément? Le challenge, il est là pour toute entreprise, pas que pour les artisans, entre autres les artisans aussi, mais peut-être que certaines, cellules plus petites auront plus facile à s'adapter que des très grands groupes. Mais l'enjeu est le même pour tout le monde. Je veux dire, la planète est la même pour tout le monde. Donc, on est tous et on sera tous responsables des années à venir. Donc, ça, c'est un challenge intellectuel qu'il faut intégrer et qui n'est pas toujours facile à gérer, dans le sens où vous voulez avancer, mais en avançant, voilà. Donc, c'est des choses à intégrer. Mais aussi longtemps qu'on vendra, on polluera. On produira, oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on parlait de la fierté de produire en Belgique des chocolats. Mais par exemple, dans la mode, c'est plus compliqué de produire en Belgique pour honorer un prix qui soit respectable pour le client final. Ça fait partie des challenges aussi. Alors, il y a un double discours là-dedans qui est peut-être compliqué à comprendre, mais qui vaut la peine d'expliquer aux consommateurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour beaucoup de choses, aussi, je pense, pour le chocolat, le consommateur n'a pas conscience du travail qui est en amont du produit fini. Et donc, je pense qu'il serait intéressant, en général, de faire connaître comment on arrive à un produit fini, ce qui représente les heures de travail, de recherche, de personnes impliquées dans le processus, qui peut expliquer un certain prix. Aujourd'hui, il vaut mieux acheter des choses de qualité qu'on va porter longtemps en termes d'investissement et qui coûtent un peu plus cher. On est aussi très fort déformé par des produits qu'on voit qui coûtent trois fois rien, mais qui sont réalisés dans des conditions inacceptables, in fine, parce que personne ne s'inquiète de savoir comment ça se fait derrière. Donc, le challenge est là, c'est-à-dire pouvoir donner le juste prix, mais expliquer le pourquoi, sans être ennuyeux. Mais ça fait partie du processus d'achat du consommateur qui, lui, doit être conscient aussi de son acte. Ouais, on revient sur la même chose, en fait, faire savoir, le savoir-faire, faire savoir ce qui se passe, faire savoir la réalité. Et c'est une des missions du Bel. Et c'est en effet quelque chose qui se voit, je trouve, ces dernières années aussi avec Instagram. Les marques peuvent utiliser cette plateforme pour montrer les coulisses, la production, pour expliquer la réalité et aussi éduquer, accompagner le consommateur final de la réalité des prix.
C'est-à-dire qu'on sent très très bien qu'aujourd'hui, les jeunes consommateurs, mais les anciens aussi, hein, on sent qu'après le Covid, il y a eu vraiment ce bouleversement et ce changement. C'est de jouer avec cette carte de transparence. Ce que vous dites, vous devez le faire. Et vous avez raison, Astrid, c'est de dire qu'aujourd'hui, on peut les aimer ou pas les aimer. Il y a évidemment toujours le pendant entre l'un et l'autre, ce sont les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous jouez pas cette carte de transparence, ça se sera. Et donc, vous êtes forcé de le faire, mais si vous le faites naturellement, ça pose pas de souci. Et c'est vrai que les utiliser, je crois que les jeunes attendent ça, savoir d'où vient effectivement, que ce soit un coton, que ce soit un cachemire, à quel prix ça a été payé, de quelle manière. Au plus on jouera cette carte de transparence, au mieux on se portera. Et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, le consommateur est prêt à débourser la somme qu'il faut, parce qu'il comprend ce qui se passe derrière. Absolument. Mais il faut l'expliquer, et je crois qu'il faut avoir ce côté didactique-là, il faut prendre le temps de le faire. Mais pour parler de mon domaine, j'ai une très bonne nouvelle, c'est quand on me dit toujours le chocolat belge, je dis, je ne sais pas ce que ça veut dire, pour être très honnête avec vous. Le savoir-faire du chocolat belge, ça je comprends, mais depuis pas mal de temps, j'ai voyagé en Belgique, j'ai pas trouvé de cacaoyer. C'est surtout en Amérique du Sud et du côté de l'Afrique, donc là ça pousse. Et là, pour revenir à ce que disait Sophie, les conditions sont inimaginables de travail, etc. Et la bonne rémunération fait que vous consolidez. Là, vous savez, je pense que la grande force de nos maisons, c'est d'être petites. Et quand on s'adresse à un fournisseur, la relation de pouvoir de force, elle n'est pas là. Déjà, je pense que trouver un très bon fournisseur, on fait déjà « Ah, génial, on l'a trouvé ». Ce qu'on veut, c'est la pérennisation de cela. C'est de se dire, j'espère que l'année prochaine, on aura la même qualité, le même type de tissu, le même type d'ingrédients. On ne va pas discuter sur le prix. Le prix viendra après, mais on va d'abord discuter sur pérenniser cette filière qui est importante pour nous. La première chose, c'est la filière. Et puis après, viendra effectivement le prix. Qu'elle soit dans le monde de la restauration, qu'elle soit dans le monde de la mode. C'est tellement compliqué, c'est tellement coûteux de voyager qu'on va pas se priver de ça, je pense, effectivement. Et en fait, la beauté de ce que tu expliques, c'est que finalement, on est préoccupé de nous, ici, vendre des choses de qualité, mais à force d'aller les chercher, on va aider les gens, les locaux, un peu plus loin, de continuer à produire de la qualité. Et finalement, c'est un cercle, c'est important. Absolument. Quel conseil vous auriez voulu avoir avant de vous lancer ? Désolé, je vous réponds toujours avec des phrases, mais je l'aime bien aussi. J'adore. J'aime bien aussi. L'expérience est comme une bougie, elle n'éclaire que celui qui la porte. Et pas mal. Redites encore ? L'expérience est comme une bougie, elle n'éclaire que celui qui la porte. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui vous donnent des conseils, mais à un moment donné, quand vous avez fermé la porte, il y a une chose que je voudrais mettre en avant. Sophie a dit effectivement, quand on parle d'un prix, on doit les heures de travail, les heures de création, mais les heures de doute, les heures d'angoisse, les heures de manque de sommeil, quand à un moment donné, vous avez signé, parce que le banquier vous a demandé de le faire, caution solidaire, le nombre de fois où vous dites « Tiens, je vais lancer une collection, mais je ne suis pas certain que ça va fonctionner. » Et si elle ne fonctionne pas, et vous n'avez pas dormi par rapport à ça, le nombre... Et c'est ça, je pense que tout ça, c'est possible, et on l'a dit d'emblée, s'il y a la passion. Il y a un moment donné cette insouciance qui fait que faut braver les risques. Vous y allez parce que si vous commencez à réfléchir à tout ça, vous le faites pas. Il faut être complètement fou aujourd'hui pour lancer une entreprise. Absolument, mais j'adore, c'est des super conseils. L'expertise, enfin, y aller quoi. Y aller. Et quand on rencontre les jeunes, dans le cadre du Bell Prize, quand on leur pose la question, ils sont tous passionnés. Et le point commun, c'est la passion. Vous, quel conseil vous auriez aimé avoir, Sophie, ou quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui se lance ? Alors, aimer avoir, il m'a certainement... Enfin, j'ai appris sur le tas, en tout cas. J'ai appris sur le tas, donc c'est possible. Je suis heureuse qu'on ne m'ait pas freinée, quand justement on ne m'a pas dit « Oui, attention à ça, à ça, à ça ». Donc ça, c'est une bonne chose. Et le conseil que je pourrais donner, c'est avoir envie de travailler. Travailler. Bon, après, quand on est passionné ou motivé, le travail ne représente pas le travail, mais ce sont quand même des heures consacrées et prises sur autre chose pour avancer dans ces projets. Il y a pas de secret, il n'y a pas de demi-mesure. Non, je ne pense pas. Je rajouterais aussi ceci, c'est que dans mon cas, ce qui a été, c'était l'écoute. Et surtout d'avoir des amis avec beaucoup de bienveillance. La maison Marcolini, elle est fondée sur une amitié avec
plusieurs personnes, que ce soit Olivier, François, Laurent. Mais aussi, il y a un moment donné où vous créez une certaine visibilité de la marque. Elle devient un peu désirable, comme on dit. Et là, vous recrutez du talent, des jeunes talents. Vous en avez vu à travers le couloir quand vous êtes arrivé. Aujourd'hui, c'est une formidable équipe. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand vous créez cette visibilité-là, vous amenez... je dirais pas capturer, mais vous amenez des jeunes qui sont prêts à vous suivre dans un projet commun et de les écouter le nombre de fois où je ne sors pas de réunion en me disant qu'est-ce qu'ils sont plus forts que moi, c'est extraordinaire. Et un Olivier qui était mon ange gardien et qui effectivement et je crois que c'est ça, c'est d'avoir été dans l'écoute et dans cette bienveillance-là. Formidable, super. D'ailleurs, vous avez collaboré un peu avec des marques de mode, Victoria Beckham, Yves Saint Laurent et une marque belge, Karine Gilson. Oui, c'était une belle aventure avec Karine. De nouveau, une passionnée qui compte pas ses heures. Moi, je l'ai connue quand elle était dans son petit atelier du côté d'Anderlecht et c'est juste sublime. Elle a son univers, elle fait ça de façon... Sophie parlait sans compromis. On parlait d'or, mais je pense que c'est des mois et des années où il a établi cette jolie marque. Oui, absolument. Je termine toujours avec cette question. Voilà, c'est quoi pour vous la mode belge? Est-ce que vous avez quelques mots pour la caractériser? Et qui souhaiteriez-vous écouter à mon micro? Alors, la mode belge, malgré ce qu'on a dit par rapport à une certaine humilité, un certain recul qu'on peut avoir, rayonne malgré tout dans le monde entier et a une vraie reconnaissance des connaisseurs en tout cas. On a de très belles maisons belges. Le souci, si on peut dire, c'est que malheureusement, il n'y a plus tellement d'ateliers de confection en Belgique parce que le prix serait un peu trop élevé ou bon, ça fait partie du problème. Mais en termes de créativité, de rayonnement, on est vraiment très reconnu internationalement. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose l'un ou l'autre à ce micro? Moi, je voulais dire que j'étais ravi de passer un moment avec Sophie, ravi de passer un moment avec vous, Astrid, et puis que c'était sympa en tout cas. Merci à vous deux. Bonne journée et belle semaine à tous. Merci. Et avec cet épisode, je fais un coucou tout particulier à tous les grands amateurs de chocolat de ma famille, avec un clin d'œil à mon fils William, ma maman chérie et ma grand-mère adorée, Granny. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans 2 semaines. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast et aussi sur LinkedIn sous les pages Astrid.Lefebvre et Lindegram.